Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Au sommaire de cette édition, l'intelligence artificielle s'invite partout dans nos vies, mais que deviennent nos données? L'entreprise lyonnaise Abyss nous éclaire sur la cybersécurité. C'est la pleine saison des champignons à La Roche-sur-Yon. Des experts livrent leurs conseils pour une cueillette sans danger. Et puis redécouvrez la Vendée en jouant avec Circino, un jeu de société 100% vendéen qui allie patrimoine et convivialité. L'intelligence artificielle s'impose partout, au travail, à la maison, sur nos téléphones. Impossible d'y échapper. Mais derrière cette révolution, une question essentielle: que deviennent nos données? Beaucoup sont stockées à l'étranger, loin du cadre du RGPD, la loi européenne qui les protège. À La Roche-sur-Yon, la société Abyss veille justement à leur sécurité. Ces experts accompagnent entreprises et particuliers pour éviter piratage et mauvaises surprises. Louise Viadji est allée voir comment l'IA peut rimer avec confiance et protection. Vous aussi, vous avez le réflexe d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Chaque question est une information de plus qui nourrit l'algorithme. Il faut donc éviter de donner des noms, son adresse ou son numéro de téléphone. Elles peuvent atterrir sur des serveurs qui sont à l'étranger. Demain, je veux faire une requête sur vous, par exemple. J'ai un minimum d'informations. Je tape votre nom, votre prénom. J'ai des informations qui peuvent potentiellement ressortir sur vous avec votre adresse, où vous habitez, votre numéro de téléphone. Voilà. Et ça peut être utilisé à des fins malveillantes. C'est surtout ça, la limite de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est très bien pour la productivité. Ça tend à remplacer des moteurs de recherche comme Google aujourd'hui, qui est le moteur de recherche le plus utilisé. Sur TikTok, Instagram, Facebook, nous sommes souvent noyés par une quantité presque infinie de vidéos, mais plus de la moitié d'entre elles sont générées par des robots, par l'intelligence artificielle et non par des humains. On a une impression d'image un peu de synthèse, les voix sont un peu déformées. Voilà, les sources sont inconnues. Voilà, c'est pas des médias qui vont diffuser ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses qui sont à repérer, effectivement, mais elles inondent énormément les réseaux sociaux et parfois peuvent apporter des informations qui sont un peu déformées, qui ne sont pas vérifiées. En France, une entreprise piratée sur deux est une PME ou une TPE. L'intelligence artificielle, souvent utilisée pour augmenter sa productivité, doit être maniée avec prudence. Là, on se retrouve parfois avec de l'espionnage industriel qui est fait par des pirates informatiques parce que j'ai confié des plans, j'ai dit dans ce plan-là, dis-moi combien de pièces j'ai besoin, quels sont les temps d'usinage par exemple. Et ce sont des données qui peuvent se retrouver ailleurs sur des serveurs. Ces serveurs peuvent être piratés par des hackers, donc il faut être très vigilant par rapport à ça et surtout bien cloisonner l'environnement de l'entreprise quand on utilise une IA. En 2024, en Vendée, 18 entreprises ont été victimes d'une cyberattaque. Un chiffre calculé à partir des déclarations faites en gendarmerie. Il pourrait donc être en réalité beaucoup plus important. Accusé de comportements inappropriés, René Martin quitte le CREA, l'association qui assure la direction artistique de la Folle Journée. Nous l'avons vu hier, vendredi, la ville de Nantes avait déjà mis fin à sa collaboration après un audit interne pointant un management jugé irrespectueux et des pratiques contestées. C'est finalement René Martin lui-même qui a annoncé sa démission hier soir. À 75 ans, le fondateur du célèbre festival de musique classique laisse derrière lui une institution culturelle majeure. Le CREA assure vouloir poursuivre ses activités, tandis que la justice devra désormais faire toute la lumière sur ces accusations. Après cette page culturelle marquée par une démission, on change complètement d'ambiance. C'est la saison des champignons. Et à La Roche-sur-Yon, passionnés et curieux se sont retrouvés pour en apprendre un peu plus sur la cueillette. Car entre les comestibles, les rares et les toxiques, il n'est pas toujours facile de faire la différence. Lors du salon des champignons, Brigitte Poiron, pharmacienne à la retraite, a partagé ses conseils pour reconnaître les bonnes espèces et cueillir en toute sécurité. Un rendez-vous pratique et indispensable pour tous les amateurs de nature et de gastronomie locale. Pour une cueillette tranquille, sereine, déjà, il faut choisir le lieu de cueillette. Il faut des endroits qui soient sains, qui ne soient pas pollués. Donc de préférence les forêts ou voire les chemins de randonnée, mais surtout les forêts. Et puis
cueillir les champignons surtout que l'on connaît. Si on ne les connaît pas, les faire vérifier par un pharmacien ou un mycologue. Ne jamais utiliser de sac plastique, toujours un panier, ça pourrit très vite. Et surtout bien prendre le pied, parce que la reconnaissance ne peut se faire qu'avec le champignon entier. Direction le marais Poitevin à Mouzeuil-Saint-Martin, la nature reprend ses droits. 120 hectares de prairies vont être restaurés pour redonner un souffle à l'élevage local tout en préservant la biodiversité. Un projet soutenu par la région Pays de la Loire qui mise sur un équilibre entre patrimoine naturel et économie rurale. Une initiative essentielle dans un territoire où les prairies ont fortement reculé depuis les années 80 avec l'évolution des pratiques agricoles. Et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il y a eu, c'est vraiment un état d'esprit collectif. C'est-à-dire que c'est plusieurs agriculteurs qui se sont fait accompagner par le parc naturel du marais Poitevin avec cette envie de remettre en prairie. Alors la remise en prairie, il faut effectivement réensemencer, mais il faut aussi après, quand on fait une remise en prairie, c'est pour mettre de l'élevage. Et donc il faut mettre des clôtures, prévoir des points d'abreuvement. Et ça, le coût, c'est à peu près 40 000 € pour les 120 hectares de remise en prairie. On a un marais qui est compliqué, hein. On est quand même le marais tampon entre le marais desséché et la plaine, hein. On inonde une grande partie de l'hiver, hein, presque tous les ans. Donc c'est vrai que les cultures, c'est très compliqué, hein. On n'arrive pas vraiment à sortir du produit des cultures. Donc, on remet un petit peu le marais au goût du jour, comme il y a 50 ans, en prairie. Les amateurs de jeux de société vont être servis. Circino, c'est le nouveau jeu imaginé par un couple pour redécouvrir le département de façon ludique. 36 communes y sont mises à l'honneur dans une aventure entre Indiana Jones et Jumanji, un jeu familial qui promet partage, rire et découverte du patrimoine local. Produite en série limitée à 2000 exemplaires, cette première édition ne sera jamais rééditée, de quoi rendre la chasse au trésor encore plus excitante. Un reportage de Simon Philippot. À l'origine du projet, un couple de passionnés de jeux et de patrimoine. Pour créer Circino, ils sont partis d'une idée simple, redonner le goût de la découverte locale, loin des écrans, en réunissant petits et grands. C'est parti d'un repas chez des amis qui avaient un enfant, et souvent quand vous êtes créateur, comme je vous l'avais dit, on vous fait tester les jeux. Et donc on a joué un jeu de questions sur la France. Et le bout de chou en face de moi qui avait 7 ans, il pouvait répondre à aucune question parce que même nous adultes, on n'y arrivait pas. Et comme tous les enfants, il commençait à devenir pénible et il s'est fait même punir. Donc il a été entre guillemets au coin. Et on s'est dit avec Wendy, c'est quand même hallucinant. À la base, ce qui devait être un moment sympa, s'est transformé en un moment pour lui désagréable. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va lui créer un jeu pour lui. Dans cette version vendéenne du jeu, 36 communes sont mises à l'honneur. Chaque ville a choisi ses photos et rédigé sa présentation. Pour les découvrir, il faut retrouver plusieurs trésors. C'est nous qui allons choisir les communes. Donc on répartit les communes de manière proportionnelle par communauté de communes. Donc au plus un territoire a de communes, au plus il doit en avoir dans le jeu. Et ensuite, nous, on appelle les communes. On leur propose le projet, c'est-à-dire qu'on ne les met pas automatiquement dans le jeu. On leur propose de venir dans l'aventure et on leur demande de nous fournir les éléments de leur commune. Vendée Expansion, qui assure la promotion touristique du territoire, s'est naturellement associé aux créateurs du jeu, convaincus du potentiel promotionnel et éducatif de Circino. C'était une très belle opportunité pour nous de pouvoir avoir ce jeu sur la Vendée. Et on le voit aujourd'hui, avec la sortie officielle, les enfants, on le voit, ils sont en train de s'amuser. C'est vraiment top. Je trouve ça vraiment top. Et les enfants adorent, tout comme les plus grands. Une partie est une belle occasion de partager un beau moment en découvrant ou redécouvrant la Vendée. C'est intéressant. Il faut avoir de la chance. Au premier coup, j'en ai eu, mais maintenant, on va voir. C'est un jeu très bien pour les grands et les petits. Édité à seulement 2000 exemplaires, Circino version Vendée promet déjà de devenir collector, un trésor à trouver avant qu'il ne disparaisse.
Place maintenant à la musique et à la bonne humeur. Ce mercredi, David Ovinet reçoit Sève, une artiste aux multiples talents, chanteuse mais aussi professeure de Zumba. Elle nous présente son tout nouvel album intitulé Libre, un projet qui lui ressemble, énergique, sincère et plein de vie. Voici un extrait de l'émission Backstage. Comment est arrivée la danse à toi et particulièrement ce style qu'est la Zumba ? Alors la Zumba, c'est vraiment une danse qui me plaît parce que j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier et donc j'ai appris beaucoup de danses. Et la Zumba, en fin de compte, regroupe toutes ces danses mondiales. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la Zumba. Tu es une artiste complète, on le dit, tu danses la Zumba et puis tu chantes. Et moi j'ai découvert ça vraiment par hasard lors d'une manifestation. Tu viens de sortir ton premier album qui s'appelle Libre. Exactement. Pourquoi ce titre ? Parce que sur toutes les chansons, ça amène à un état de liberté, donc je pouvais que l'appeler Libre. C'est vrai, c'est voilà. un album antidépresseur. Hein. Exactement, un bon médicament. Un bon médicament. Combien de temps as-tu travaillé dessus ? Alors j'ai commencé il y a 10 ans, mais j'ai vraiment bossé sur 5 ans, on va dire, parce que j'ai eu plein de petits arrêts en fonction de la vie que je menais. Ouais. Et on va dire 5 ans de réalisation d'album, oui. 5 ans de travail dessus. Et pourquoi tu n'as pas sorti un album depuis le début où tu as commencé la danse? C'est arrivé après? Comment c'est arrivé la musique à toi? C'est arrivé parce que ma voisine s'appelait Manu du groupe Dolly. Je ne sais pas si tu as connu ce groupe. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, chanter, c'était un rêve d'enfant. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages et actualités sur notre site tv20d.fr. À bientôt sur TV Vendée.